Un très grand merci à vous pour votre invitation. Je vais enchaîner sur ce qu'a dit Frédéric Bizard avec beaucoup moins de talent. Je suis évidemment beaucoup moins compétent que lui sur ces questions notamment d'organisation, de financement, d'économie. Mais je vais quand même prendre le relais sur la question de l'innovation, sur la question de l'innovation scientifique et puis sur la question des retombées que ça peut avoir dans le domaine médical proprement dit, c'est-à-dire dans vos métiers proprement dit. J'insisterai sur quelques petits aspects, il y en a 1000 autres, mais enfin on ne va pas parler non plus pendant des heures. Et je commencerai par une remarque toute bête, c'est que les sociétés européennes, enfin le monde entier avec elles, ne sont rentrés dans l'innovation en gros qu'à partir du XVIIIe siècle, XVIIe disons, à partir de la révolution scientifique. Le premier vrai scientifique dans l'histoire de l'Europe, c'est Newton. Et donc on peut dire Galilée si on veut, mais enfin de toute façon on est au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et c'est à ce moment-là que les sociétés modernes vont rentrer dans une logique d'innovation permanente de plus en plus accélérée. Avant, on n'innove pas, non seulement on n'innove pas, non pas du tout parce que les humains sont bêtes, il n'y a pas une mutation génétique extraordinaire dans l'humanité depuis le XVIIe siècle, mais parce qu'on vit dans des sociétés qu'on appelle traditionnelles aujourd'hui, c'est-à-dire des sociétés qui sont organisées tout entières autour du respect du passé et qui par conséquent n'innovent pas, encore une fois, non pas par bêtise, mais parce que l'innovation est interdite. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que la mode, par exemple, la mode vestimentaire, n'apparaît qu'avec les sociétés capitalistes modernes. Dans les sociétés traditionnelles, on n'innove pas, y compris dans le domaine de la mode. C'est pas simplement dans le domaine scientifique, mais ça va avec. Le kimono japonais, la toge romaine, le sari indien. Le sari indien, c'est un bon exemple. Même coupe, même couleur, même tissu pendant des millénaires. Et donc l'art est fait lui-même pour transmettre les valeurs de la tradition, pour les rendre visibles à tous. Et donc c'est seulement avec ces sociétés modernes, avec la révolution scientifique, et notamment avec les Lumières, avec le XVIIIe siècle, qu'on va rentrer dans une logique d'innovation qui va nous apporter des bienfaits extraordinaires. Je vous donne 3 chiffres que j'emprunte à un collègue de Frédéric Bizard, à Daniel Cohen, qui vient d'ailleurs de publier un livre tout à fait intéressant sur la fin de la croissance, ou en tout cas sur les limites de la croissance. Eh bien, d'abord, ça, c'est pas un chiffre que j'emprunte à Daniel Cohen, parce que celui-là, il est dans le domaine public. Depuis 1750 que nous avons des statistiques sur l'espérance de vie des Français, 1750 exactement, l'espérance de vie des Français a été multipliée par 3, pratiquement, ce qui n'était jamais arrivé depuis Cro-Magnon, jamais dans l'histoire de l'humanité. Simplement, depuis mon enfance, je suis né en 1951, l'espérance moyenne de vie des Français dans mon enfance était de 63 ans, c'est-à-dire que je serais mort aujourd'hui, et statistiquement, et ce qui serait fâcheux quand même, et elle est aujourd'hui de 83 ans. Et donc, ce qui fait d'ailleurs dire plaisamment aux démographes, nous ne vieillissons depuis les années 50 que de 9 mois par an. Tout ça, évidemment, grâce à vous, pour l'essentiel. C'est essentiellement grâce au progrès de la médecine, grâce aux innovations scientifiques, aussi d'ailleurs sociales et politiques, c'est non négligeable, hein, c'est pas négligeable non plus, mais quand même essentiellement grâce aux innovations médicales, techniques, scientifiques. Probablement aucun métier n'a évolué davantage que le métier de médecin, peut-être celui de chirurgien, dentiste un peu plus encore. Je veux dire, c'est vraiment une bonne nouvelle. Quand on se souvient de la fraise de mon enfance, on a quand même vraiment progressé de manière extraordinaire, mais tout ça évidemment a amélioré le sort de l'humanité. Dans le même temps, depuis 1750, et là j'emprunte les chiffres à Daniel Cohen, le vrai niveau de vie des Français a été multiplié par 20. Et simplement, depuis 1950, il a été multiplié par 3. Moi, je me souviens très bien de l'après-guerre, enfin les années 50. D'ailleurs, je vous conseille un excellentissime livre d'histoire de mon ami Michel Vinocq qui s'appelle « Jeanne et les siens », qui raconte son enfance à Arcueil, dans la banlieue parisienne. On voit à quel point, au lendemain de la guerre, on était quand même dans la misère dans ces grandes villes et à quel point la situation a formidablement évolué. Et donc, on a là vraiment une série de révolutions scientifiques qui commencent, encore une fois, avec le XVIIIe siècle, qui vont s'accélérer tout au long de l'histoire. On va vivre ce que Daniel Halévy a appelé une accélération de l'histoire. Et c'est surtout à partir des années 50 qu'on va accélérer l'accélération, si je puis dire, et notamment sur le plan des découvertes scientifiques. Pensez que, vous le savez tous ici, mais enfin, je le rappelle quand même, la découverte de la double hélice de l'ADN, c'est Watson et Crick, c'est 1953.
Ça veut dire que c'est vraiment... Les codons stop, c'est les années 60, c'est Monod et Jacob. Et donc la transcription inverse, toutes ces découvertes du fonctionnement de l'ARN messager, tout ça est extraordinairement récent, ce qui fait qu'un médecin qui a, disons, 80 ans, qui n'exerce plus ou n'a pas à l'université appris la génétique moderne, il a appris simplement les petits pois de Mendel, pas plus, ce qui est déjà bien. Mais bon, on a fait un progrès absolument inimaginable par rapport à cette période de manière extraordinairement rapide. Et les révolutions scientifiques qui viennent sont bien plus impressionnantes. Voilà, je crois que vous avez entendu mon ami Guy Valencien probablement en parler ce matin, je n'étais pas là malheureusement. On peut contester le livre de Laurent Alexandre, mais il est quand même passionnant. La défaite du cancer, la mort de la mort, c'est des livres extraordinaires. Bon, il y a 3 livres qui m'ont vraiment passionné dans les dernières semaines. Le livre de Frédéric Bizard, que je trouve remarquable, le livre de Laurent Alexandre, La mort de la mort, mais surtout La défaite du cancer, qui est vraiment un livre formidable. Et puis le livre de Guy Valencien sur une médecine sans médecin. Ils ouvrent des discussions, on n'est pas forcément d'accord avec tout, mais il y a vraiment là matière à réflexion. Et ce que montrent notamment Laurent Alexandre et Guy Valencien, c'est que nous allons vivre 8 révolutions dans les années qui viennent, sur le plan techno-scientifique, je dirais à la fois scientifique et technique. Et ces 8 révolutions vont complètement bouleverser à la fois l'exercice de la médecine et l'économie de la médecine, les deux. L'économie de la santé. Je les indique simplement parce que vous les connaissez comme moi, c'est juste pour qu'on les ait en tête. Évidemment, d'abord et avant tout, on aura les nanotechnologies. Alors, ce qui est évidemment très difficile, c'est que les nanos, c'est au fond l'affaire davantage des physiciens que des biologistes. Et donc, très souvent, les biologistes, les médecins ne savent pas trop, ils voient bien les conséquences, mais le fonctionnement des nanotechnologies. Alors, moi, j'avais demandé à mon ami Étienne Klein, qui est un de nos plus grands physiciens, un homme par ailleurs charmant, de faire un livre sur les nanotechnologies. Il a fait ça pour moi, donc expliquer au fond les nanotechnologies pour les nuls, c'est quasiment ça son livre, c'est formidable. Et on voit à quel point ces nanotechnologies vont nous permettre dans les années qui viennent. Alors après, c'est une question de temps, est-ce que c'est dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, peu importe, au fond, ça arrivera, eh bien, de fabriquer des nanomachines qui seront des micro-capteurs qui permettront de repérer, par exemple, des gènes qui ont muté, des gènes qui deviennent cancéreux, et puis et des cellules qui deviennent cancéreuses, et puis éventuellement de les réparer. Et donc on aura là, évidemment, un progrès, un saut qualitatif dans le domaine de la médecine. Je ne vais pas développer ça. Sur chacune de ces révolutions, on pourrait sans difficulté écrire un livre, et même plusieurs. Donc je les nomme simplement, et puis après, je voudrais en venir aux conséquences. La deuxième grande révolution, ce sera dans le domaine des biotechnologies, mais aussi donc des biotechnologies avec les diagnostics génétiques, la chirurgie génique. Vous avez vu que, comme moi, qu'une équipe chinoise avait suscité un grand débat très récemment. George Church, un des plus grands généticiens américains, a commenté ça d'ailleurs dans Le Monde il y a quelques jours. C'est tout à fait passionnant et en même temps pose beaucoup de problèmes, puisqu'on a corrigé le génome de cellules embryonnaires, de cellules germinales. Et donc on voit bien qu'on rentre dans la possibilité de modifier l'humanité. Et on le fera. On le fera, évidemment. On aura beau mettre des freins, des garde-fous, discuter, les bioconservateurs seront là. Mais on ira parce qu'à un moment ou à un autre, quand les tests génétiques vous diront que votre enfant potentiel, votre embryon, et il risque d'avoir l'Alzheimer, le cancer du poumon ou je ne sais pas quoi, quel parent refusera de faire une modification du génome et des cellules qui ont muté? On le fera, évidemment. Regardez ce qui s'est passé pour l'amniosynthèse. On dit « Oh, l'eugénisme, c'est très mal ». 97% des femmes qui détectent une trisomie 21 avortent. Et donc on voit bien qu'on pratique l'eugénisme aujourd'hui. On le fera de la même manière. Ce qui d'ailleurs posera un problème de santé que Guy Valencien a bien analysé dans son livre, c'est que la santé coûtera paradoxalement plus cher au début de la vie qu'à la fin d'une vie, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Parce que lorsqu'on aura des thérapies géniques qui seront des thérapies embryonnaires, eh bien, lorsqu'on les fera vraiment, ça coûtera cher. Et on dit toujours que c'est les 15 derniers jours de l'existence humaine qui coûtent le plus cher. Alors de toute façon, il y aura toujours 15 derniers jours, quoi qu'on fasse. Mais là, ça risque de s'inverser en termes d'économie de la santé. Donc il y a là, évidemment, une série de problèmes tout à fait passionnants, aussi bien sur le plan économique que sur le plan moral. Est-ce qu'on ira vers le transhumanisme ou pas ? Oui, évidemment, oui, quelles que soient les barrières qu'on mettra, on finira par y arriver. Et la question de savoir comment on encadrera cette évolution-là est évidemment une question cruciale. Je vais très vite, troisième révolution que nous allons vivre, alors c'est celle de l'informatique. Vous avez vu que Google investit dans Sanofi, mais Google, évidemment, s'est lancé dans la lutte contre le cancer, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qui va complètement bouleverser, notamment dans le cas du cancer, la présence
présence d'informaticiens et du plus puissant au monde, à savoir Google, eh bien, c'est qu'on va pouvoir, grâce au big data, on va pouvoir comparer entre elles des dizaines de milliers de milliards de cellules cancéreuses. Et bien évidemment, ça permettra de faire des thérapies personnalisées, ce qui n'est pas le cas en France aujourd'hui. On est encore dans des protocoles communs pour le cancer du sein, par exemple, mais là, on pourra faire des thérapies entièrement personnalisées, et donc ce sera un facteur décisif dans l'éradication de cette maladie. Et puis, bien sûr, il y aura la question des objets connectés, de l'Internet des objets. Je laisse ça de côté, je pense que vous connaissez tout ça aussi bien que moi, mais ce sont des révolutions qui auront des retombées inimaginables. Je continue sur les révolutions. L'intelligence artificielle et la robotique. Mon ami Guy Valencien me dit toujours, aimablement, le jour où tu auras le cancer de la prostate, surtout, viens chez moi parce qu'on a des robots. Et les robots sont beaucoup, beaucoup plus efficaces que le meilleur des chirurgiens. Même Dr Mamour dans Grey's Anatomy. Et donc on a, voilà, on a là, évidemment, le robot est assisté par l'homme est toujours là, mais ce robot est quand même 1000 fois plus performant il le sera encore plus dans les années qui viennent qu'un chirurgien moyen. Et donc on aura, même s'il est assisté par l'humain, on aura là évidemment une révolution de la robotique qui va entraîner des conséquences sur le plan médical très grandes. Je continue l'hybridation, je laisse de côté, on sera un jour ou l'autre, on est déjà des demi-cyborgs, on a des cœurs artificiels qui finiront par marcher, d'ailleurs il y en a un qui ne marche pas si mal que ça aujourd'hui. La médecine réparatrice, c'est la 7e révolution avec les cellules souches. Vous avez vu le patch cardiaque à Nice, et donc on est encore à l'âge de pierre, mais ça ira très vite. Hein, et donc on a une médecine réparatrice avec les cellules souches. On a perdu un temps fou en France à cause du lobby catholique du Sénat, mais il faut dire les choses comme elles sont. Mais c'est très dommage parce que cette recherche sur les cellules souches est évidemment très importante. Et puis dernière révolution, celle des imprimantes 3D qui permettront aussi d'imprimer des organes. Et donc ce qui est le plus important en fait, c'est que ces 8 révolutions vont converger entre elles. Elles sont absolument en synergie. Et donc on peut prévoir que, voilà, je disais, la double hélice de l'ADN c'est 1953, on peut prévoir que dans les 50 ans qui viennent, il va y avoir, je vous le disais tout à l'heure, mais j'y insiste parce que c'est vraiment le plus inimaginable, on va avoir une accélération de ces découvertes, une accélération de ces innovations qui va être absolument inimaginable dans les retombées qu'elle aura sur le plan de la santé. Il y a 3 aspects que je voudrais analyser, simplement 3, il y en a 1000 autres, hein, mais j'en ai choisi 3. Parce qu'il touche quand même directement la question des professions de santé. Premier point, première conséquence que je voudrais évoquer, c'est, on en a parlé tout à l'heure, je pense que vous en avez parlé ce matin aussi, la plupart des maladies qui étaient mortelles, quand on vous annonçait, je sais pas, le cancer du foie il y a 50 ans, ou le cancer du poumon, c'était quand même, on vous annonçait un arrêt de mort, la plupart de ces maladies vont, comme vous le savez, devenir chroniques. Bon. Et cette chronicité des maladies, c'est le cas pour la séropositivité, c'est le cas même pour le sida aujourd'hui, c'est le cas pour, moi j'ai, je sais pas, 20 amis qui ont le cancer aujourd'hui depuis 10 ans, depuis 15 ans, et qui sont toujours, si je puis dire, en pleine santé, bien que ce soit une épée de Damoclès présente en permanence au-dessus de leur tête. Eh bien, cette chronicité des maladies, elle va impliquer de la part du médecin un rôle nouveau, je pense un rôle de sagesse, j'allais presque dire, qui sera un rôle nouveau, parce que l'un des intervenants le disait très justement tout à l'heure, le médecin gardera évidemment, même si ces nouvelles technologies vont être une assistance technique et scientifique extraordinaire pour lui, le médecin gardera sa stratégie diagnostique et sa stratégie thérapeutique, j'en suis tout à fait d'accord. Il gardera un rôle de contrôle par rapport aux analyses qu'on lui donnera. Maintenant, soyons clairs, la clinique, le bon vieux klinein grec, la clinique, d'ailleurs qui a deux significations, c'est le médecin qui se penche sur le malade, mais c'est le malade qui est couché, c'est ça, la clinique étymologiquement, c'est ces 2 inclinations, si je puis dire, ces 2 inclinaisons. Eh bien, il est évident que même si le médecin garde la thérapeutique et le diagnostic, la clinique va en prendre un coup, il faut être honnête. Lorsqu'on détectera une maladie avant, quelquefois des années avant l'apparition des symptômes, qu'est-ce que vous ferez de la clinique ? Le bon vieux toucher rectal ou la palpation des seins, ça disparaîtra. Oui, quand je dis le bon vieux, il y a des trucs plus amusants dans la vie, mais bon, chacun... Mais oui, c'est quand même le cœur du métier, voilà. Mais bon,
Mais pour détecter un cancer de la prostate, ce sera plus ça. Bon, déjà, avec le PSA, c'est plus ça. Donc, on voit bien que, là, je prends des cas absolument évidents, la clinique changera d'importance, elle va disparaître progressivement, pas entièrement, bien sûr, mais le rôle de conseil du médecin sera, c'est pas Dr House, ce sera Dr House plus l'humanité, c'est-à-dire que le rôle de conseil sera très important, et notamment par rapport à cette question du temps. Donc j'y reviens, chronicité des maladies. Chez les Grecs, dans l'Antiquité, apparaît une idée, elle apparaît en fait pour la première fois dans l'Odyssée d'Homère, c'est le premier livre à la mettre en scène, cette idée. Elle apparaît une idée qui est à la fois très importante pour comprendre aujourd'hui le discours qu'on peut tenir aux malades en fin de vie, mais aussi par rapport à cette chronicité des maladies, c'est-à-dire comment apprendre à vivre avec une maladie qui est quand même, encore une fois, une épée de Damoclès. Qu'est-ce que le médecin va dire à son patient là-dessus? Qu'est-ce qu'il peut dire? Est-ce qu'il se contente de regarder les analyses de sang ou les analyses génétiques et puis d'élaborer une stratégie? Non, il peut aussi avoir un rôle de conseil qui, à mon avis, va devenir de plus en plus important par rapport justement à ce phénomène relativement nouveau de la chronicité des maladies. Donc je reviens à mon Odyssée d'Homère, donc 8e siècle avant Jésus-Christ, apparaît une idée qui va traverser toute l'histoire de la philosophie, qu'on retrouvera chez Spinoza, qu'on retrouvera chez Nietzsche, qu'on retrouvera aussi dans le bouddhisme, par exemple, et même dans le taoïsme, c'est l'idée qu'il y a deux mots qui pèsent sur la vie humaine, deux mots MAUX, le passé et le futur. Le passé nous tire en arrière, soit qu'il ait été heureux. Quand il a été heureux, il nous tire en arrière par une passion qui est extrêmement puissante, que les romantiques allemands vont exploiter jusqu'à la lie, si je puis dire, c'est la nostalgie. Et quand il a été malheureux, le passé, lorsqu'on a fait une bêtise, par exemple, eh bien, ce sont d'autres passions que Spinoza appelait les passions tristes qui nous réveillent la nuit et on essaye de corriger le tir. Les hontes, les regrets, les remords, les culpabilités. Et donc ces passions-là, nostalgie ou remords, regrets, culpabilité, nous tirent en arrière. Et lorsqu'on parvient à s'arracher au passé, généralement, c'est pour se précipiter dans le futur en s'imaginant que ça ira mieux après, quand on aura changé de ceci ou de cela, quand on aura changé de coiffure, de chaussures, de voiture, de métier, de maison, de mari, de femme. Remarquez que quelquefois, ça peut quand même rendre service, mais je vous laisse juge. Mais voilà, et c'est le grand thème pour ceux qui ont fait du latin à l'école, enfin à l'école, au lycée, c'est le grand thème des lettres à Lucilius. Sénèque disait, donc le plus grand stoïcien romain, à force de vivre dans le passé ou vivre dans le futur, nous manquons de vivre, disait-il. Regardez l'Odyssée d'Homère, pendant 20 ans, Ulysse est en guerre ou en voyage, un voyage épouvantable où il perd tous ses compagnons. Et donc pendant 20 ans, Ulysse, il est dans la nostalgie d'Ithaque, sa ville, et de sa femme, Pénélope. Il est dans l'espérance d'Ithaque. Il n'est jamais dans l'amour d'Ithaque. Les stoïciens avaient une formule admirable pour résumer cette idée. Le sage est celui qui parvient à regretter un peu moins, à espérer un peu moins, à aimer un peu plus. Là, le conseil de sagesse du médecin, dans cette optique-là, peut être très important. Et n'oubliez jamais une chose, c'est que pour les Grecs, en tout cas pour cette sagesse-là, mais aussi bien pour les bouddhistes, l'espérance est la pire des choses. L'espérance, c'est le mal, c'est le contraire des chrétiens. Un sage grec ne dirait pas comme Jean-Paul II, entrez dans l'espérance, il vous dirait surtout n'y entrez pas, parce que l'espérance est une négativité. Si vous espérez la santé, c'est que vous êtes malade. Si vous espérez la richesse, c'est que vous êtes pauvre. Comme dit mon ami André Comte-Sponville, espérer, c'est désirer sans jouir, sans savoir, sans pouvoir. Et oui, vous désirez la santé, c'est que vous n'en jouissez pas. Vous ne savez pas quand ça va venir, si c'est une maladie grave en tout cas. Et puis, vous ne pouvez pas le faire advenir. Si vous pouviez, vous ne vous en priveriez pas. Et donc, encore une fois, espérer, c'est être dans la non-jouissance, dans l'ignorance et dans l'impuissance. Et donc on est dans le contraire là du message chrétien, l'espérance est la pire des choses, et donc essayons, carpe diem, d'habiter le présent. Comment habiter le présent quand on vit avec sa maladie? Voilà une question d'éthique médicale qui, je pense, va devenir de plus en plus importante. Mon deuxième sujet d'intérêt,
il porte sur les freins à l'innovation. Il va y avoir énormément de freins à l'innovation. Et pas simplement parce que ça coûte cher, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui, le traitement de l'hépatite C, qui est d'ailleurs un truc absolument génial, ça coûte à peu près 50 000 €. Mais en même temps, ça évite tellement de maladies secondaires qu'au final, on y gagne quand même. Et puis humainement, c'est l'évidence. Mais même économiquement, ça peut se discuter. Mais indépendamment de ces freins économiques, il va y avoir des freins à l'innovation sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Ils vont être énormes, aussi bien sur le plan philosophique que sur le plan politique et même économique, mais économique pas au sens de la dépense d'argent, mais au sens de la vision du monde. Et je voudrais en dire quelques mots avant de vous laisser en paix. Nous avons vécu dans la vieille Europe une véritable prolifération des peurs. Soyons clairs, nous avons peur de tout aujourd'hui. Nous avons peur du sexe, de l'alcool, du tabac, de la vitesse, des côtes de bœuf, des volailles, des nanotechnologies, des OGM, du réchauffement climatique, de Claude Allègre et de mille choses plus abominables encore. Si c'est possible. C'est mon vieil ami, rassurez-vous. On écrit là, on ne peut pas dire qu'Haroun Tazieff et Allègre étaient de grands amis, mais nous écrivons un livre ensemble. Voilà, donc je vous garantis que j'ai beaucoup d'amitié pour lui, beaucoup d'affection pour lui. Mais nous avons vécu non seulement une prolifération des peurs, mais nous avons vécu une déculpabilisation de la peur sous l'effet des mouvements écologiques. Je vais dire les choses très simplement. Quand j'étais petit, pour parler comme dans les familles, à l'école comme à la maison, ce qu'on nous disait, c'est un grand garçon, ça n'a pas peur, une grande fille, ça n'a pas peur. Grandir, devenir une grande personne, pour parler comme Saint-Exupéry, c'est être capable de ne plus avoir peur du noir, de quitter ses parents, d'aller vers le grand large, c'est être capable peut-être même de se porter au secours d'une personne faible agressée dans un train ou dans un métro. Je ne dis pas qu'on était forcément au niveau, mais c'était l'idée. Vaincre les peurs. Pourquoi ? Parce que c'est le message de la philosophie depuis toujours. Les peurs nous rendent bêtes et méchants. Le sage est celui qui a vaincu les peurs. Pensez à l'état dans lequel nous sommes lorsque nous sommes saisis par une petite phobie. La peur des petites algues au fond de l'eau, la peur du noir, c'est la première, la peur d'un ascenseur qui tombe en panne, la peur d'un... Oui, bon lapsus, oui. Ouais. Voilà, j'étais l'autre jour avec Finkielkraut à la maison de la radio. Le truc est tombé en panne, mais il était tétanisé d'angoisse. Je disais, mais attends, arrête, ça ne tombe pas pour autant. Voilà. Et je vois à quel point on a tout ça. Les peurs des petits orvets, les petits serpents, les petits insectes, les petites souris. Soyons clairs, la souris tue très peu chaque année. Et donc, si vous êtes tétanisé d'angoisse par une petite souris, voyez bien que ça vous rend bête. Et en plus totalement égocentrique. Le sage est celui qui, ayant vaincu les peurs, quels sont les critères de la sagesse pour les Grecs ? Ayant vaincu les peurs, il est capable de penser et d'aimer. C'est ça la sagesse, penser et aimer. Capable de penser librement et d'être ouvert aux autres, d'être dans la générosité, dans l'humanité, c'est ça le sage. Et donc nous avons vu, en effet, sous l'effet des mouvements écologistes, nous avons vu une déculpabilisation de la peur. Et les écologistes ont présenté la peur non pas comme une passion honteuse et infantile. Il y a un livre qui compte en Allemagne, qui a énormément compté, un livre de Hans Jonas, un philosophe qui est mort il y a quelques années, s'appelle « Le principe responsabilité ». Et dans ce livre, qui a été la Bible des écologistes allemands, il y a, et d'ailleurs dans toute l'Europe du Nord, il y a un chapitre qui s'appelle « Heuristique de la peur ». Je pense qu'en tant que médecin, les mots grecs ne vous effraient pas. Eurisko, je découvre. La peur est la passion qui nous fait découvrir, c'est ça, heuristique de la peur, les menaces qui pèsent sur le monde. Et donc, on a renversé la perspective. La peur n'apparaît plus comme une passion honteuse et infantile. Elle apparaît comme le premier pas de la sagesse, entendu au sens de ce fichu principe de précaution qu'on a inscrit dans la Constitution de manière totalement absurde. Et c'est la droite qui l'a fait. Quand la droite fait des conneries, comment voulez-vous demander à la gauche d'en faire moins ? C'est quand même délicat, si je peux me permettre. Et donc on a là évidemment un problème majeur, c'est que ce principe de précaution dont la formulation est absurde, elle est absurde dans la Constitution, ça a été inscrit en février 2005. Pardon Claude Evin, mais c'est vrai, vous êtes d'accord ?
Oui, d'accord. Oui, mais c'est la droite qui a inscrit le principe de précaution, qui était quand même une idée de gauche. Bon, donc je suis obligé de formuler les choses comme ça. Mais c'est vrai que regardez la formulation du principe, elle est complètement délirante. Parce qu'elle consiste à dire, je traduis, je l'ai là dans ma poche, je pourrais vous le lire, le texte est d'ailleurs absolument imbitable. Il est tellement alambiqué, tordu, parce que comme c'est la droite justement qui a inscrit le principe de précaution, elle essayait de mettre des garde-fous à chaque page, à chaque ligne, à chaque paragraphe. L'idée est la suivante, ça n'est pas parce qu'on ne peut pas prouver en toute certitude que quelque chose est dangereux qu'il ne faut pas l'interdire. C'est ça, vous voyez comme c'est... Non, mais c'est vrai, c'est pas une blague, c'est pas une blague. Autrement dit, si j'applique par exemple aux OGM, c'est très intéressant. Ça n'est pas parce que personne n'a démontré que les OGM seraient dangereux qu'il ne faut pas les interdire. Et la première application du principe de précaution par le Conseil d'État, ça a été justement l'interdiction de la mise sur le marché par le ministère de l'Agriculture d'un certain type d'OGM. Très intéressant. Encore une fois, je le répète parce que c'est tellement tordu. Ça n'est pas parce qu'on ne peut pas prouver que les OGM sont dangereux qu'il ne faut pas les interdire. Avec ça, vous ne mettez pas l'aspirine sur le marché. Et donc on est là dans une espèce de frein à l'innovation qui est devenu complètement délirant. Et ce qui est très fort dans le cas des OGM, j'en dis un petit mot parce que ça vaut... regardez par exemple des laboratoires scientifiques, par exemple Bayer, qui a fait des choses absolument extraordinaires, mais ils sont constamment en France freinés par ce principe de précaution dans leurs innovations. Le cas des OGM est très intéressant parce que quand vous reprenez la littérature sur les OGM depuis maintenant quelques dizaines d'années, eh bien constamment l'image qui revient dans le discours des écologistes, c'est l'image du docteur Frankenstein, justement. Or, le mythe de Frankenstein est un mythe extrêmement profond. Ce n'est pas Marie Shelley qui l'invente, il apparaît déjà avec Asclépios, donc chez les Grecs, et puis il est repris après dans le contexte de l'Allemagne du XVe siècle. C'est un mythe théologique. Que dit le mythe de Frankenstein? Il dit la chose suivante, c'est un mythe qui porte en vérité sur la dépossession, la perte de contrôle, c'est-à-dire sur l'hubris, comme disaient les Grecs, l'arrogance, la démesure de l'être humain qui se prend pour Dieu et qui est puni par la perte du contrôle, par la perte du contrôle sur sa créature. C'est un mythe de la dépossession. C'est l'histoire d'une créature qui échappe à son créateur. Hein, le docteur Frankenstein s'arroge le monopole du divin, il va dans une morgue, il vole des cadavres et il fabrique un monstre auquel il donne la vie grâce à l'électricité du ciel, et donc il s'est pris pour Dieu, il va être puni. Hein, c'est un mythe théologique, c'est un mythe chrétien à l'origine. Chez les Grecs, c'est la même chose d'ailleurs. C'est un mythe de l'hubris, un mythe de la démesure. Donc il va être puni, et quelle est la punition? Eh bien, c'est que sa créature va lui échapper. La créature échappe au Créateur, parce qu'il n'est pas Dieu. Vous appliquez au grain de maïs, c'est la même chose. Le docteur Folamour qui a fabriqué le grain de maïs, eh bien, il va être puni parce que le maïs cultivé en plein champ, le pollen va être emporté par le vent quelquefois jusqu'à 150 km, et donc la créature, le grain de maïs, va échapper à son créateur. C'est ça. On joue sur la perte de contrôle. Personne n'a jamais... L'enquête de Seralini est une vaste blague. Personne n'a jamais démontré que les OGM étaient dangereux, même pas le maïs Monsanto. Mais en revanche, 80% de nos concitoyens ont peur, d'ailleurs ils en bouffent toute la journée sans le savoir, ça n'a jamais tué personne, mais ils ont peur, mais ils ne savent même pas ce que c'est ni pourquoi ils ont peur, simplement parce qu'on a joué sur la notion de perte de contrôle, de principe de précaution. Donc on a là quelque chose qui va évidemment peser sur les innovations que je viens d'évoquer, d'autant que certaines sont dangereuses. Moi je ne suis pas totalement rassuré par la possibilité de modifier l'espèce humaine, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. Bon, donc je ne dis pas qu'on a tort, je ne suis pas contre la précaution, personne n'est contre, personne ne plaide pour un principe d'imprudence, mais l'inscrire dans la Constitution était débile, et deuxièmement, la formulation est absurde, qu'on soit dans la prudence très bien, mais certainement pas dans ce principe de précaution. Alors qu'est-ce que ça va entraîner ça? Quelque chose qui est tout à fait intéressant à comprendre, même si ce n'est pas très heureux pour nous. Je discutais l'autre jour avec le patron de Google, justement, qui s'est investi, comme je le disais tout à l'heure, non seulement dans Sanofi, mais dans la lutte contre le cancer, avec cette idée que le big data va permettre, encore une fois, une médecine personnalisée, ce qui est tout à fait juste. Bon. Mais il me disait quelque chose de tout à fait profond et juste. Il me disait, nous, aux États-Unis, nous, les Américains, face aux innovations, et notamment en matière de santé, face aux innovations, nous réfléchissons immédiatement aux services rendus aux consommateurs.
Service rendu aux consommateurs. Vous, les Français, première chose à laquelle vous réfléchissez, vous vous précipitez immédiatement, non pas service mais protection, non pas consommateur mais citoyen. Service aux consommateurs, protection du citoyen, ce n'est pas la même chose. Il ajoutait, non sans ironie, nous avons les GAFA, Google, Apple, Amazon et Facebook, vous avez la CNIL. C'est pas la... mais c'est... Je ne méprise pas la CNIL fait du très bon travail, mais dans un genre qui est totalement... Ils sont debout sur les freins. C'est normal, c'est leur métier. Donc je n'ironise pas entièrement. Je suis français, je ne suis pas qu'américain, si je puis dire. Mais c'est une question de rapport, et dans le domaine de la santé, je pense que les freins vont être extrêmement nuisibles. J'évoquais tout à l'heure l'interdiction de la recherche sur les cellules souches, qui est une absurdité, bon, mais aussi l'interdiction des cultures d'OGM. Vous savez que les faucheurs d'OGM ont été protégés par le ministre de la Justice, simplement pour ne pas gâcher le Grenelle de l'environnement. Bon, c'est quand même, ces faucheurs d'OGM n'ont pas fauché des OGM, ils ont fauché des années de recherche. Qu'on soit pour ou contre les OGM, c'est idiot de faucher la recherche sur les OGM. Et donc je pense qu'on va avoir donc, dans cette vieille Europe un vrai problème, c'est que toutes les innovations dans l'innovation sont américaines. Encore une fois, les GAFA, c'est américain, il n'y a aucun équivalent en Europe, ce n'est pas simplement en France. Un vrai problème. On commence tout juste à rentrer dans l'économie collaborative. Et donc on a là vraiment quelque chose d'inquiétant. Troisième sujet de préoccupation, et puis je terminerai avec des questions d'économie. Je demanderai à notre ami Frédéric Bizard de fermer les oreilles parce que je vais dire des choses extrêmement basiques. Mais je pense que de temps en temps, il faut revenir aux fondamentaux. On aura un troisième problème par rapport à ces innovations technoscientifiques qui vont bouleverser vos métiers de la santé. C'est qu'il y aura de très très grandes inégalités. Il y aura des inégalités économiques, en effet. Les gens voudront tous le meilleur traitement, avoir les anticancéreux, le truc, l'hépatite C. Bon. Et donc, comme ça coûte très cher, on aura évidemment la tentation d'avoir une médecine à 2, 3, 4 vitesses, parce qu'on pourra contourner la médecine et payer soi-même si on veut obtenir ces médicaments que la sécurité sociale ne pourra rembourser que voilà, de manière équitable et moyenne. Donc on aura des problèmes économiques, on aura des problèmes intellectuels. Ces 8 révolutions, je vous disais tout à l'heure que sur chacune d'entre elles, on peut sans difficulté écrire un gros livre. Intellectuellement, ça nous dépasse tous. Aucun d'entre nous n'est capable d'être bon sur ces 8 révolutions, d'être au niveau. C'est extrêmement difficile. Rien que les nanos, par exemple, c'est très compliqué. Et puis en plus, ça bouge absolument sans arrêt. Quand vous regardez la loi de Moore pour les ordinateurs, c'est absolument fascinant. Le big data, j'étais hier, j'écoutais une conférence d'un data scientist tout à fait sympathique d'ailleurs, mais c'est à devenir fou, c'est extraordinairement complexe. Les algorithmes utilisés pour donner du sens à cette espèce de nuage absolument hallucinant qu'est le net mondial sur une minute, c'est un boulot de très très haut niveau de mathématiques statistiques. Et puis beaucoup d'intelligence. Donc aucun d'entre nous n'est capable de maîtriser ces 8 révolutions intellectuellement. Et donc le paysan de Corrèze, qu'est-ce que vous voulez qu'il en pense ? Quand Laurent Alexandre dit les NBIC vont bouleverser nos vies, vous allez vivre 300 ans, le mec il comprend même pas de quoi on parle. Donc comment voulez-vous, troisième inégalité, que politiquement quiconque puisse prendre des décisions sur ces sujets ? S'il y avait un terreau écrit à l'Assemblée nationale sur ce que c'est que le big data et l'Internet des objets, je pense qu'il n'y aurait pas 10 députés pour être capable d'en donner une définition même approximative. Et c'est normal, ce n'est pas leur métier. Mais comment voulez-vous qu'ils légifèrent sur des sujets comme cela? Et comment voulez-vous que le peuple, donc on a un problème démocratique, suive ces questions-là et puisse avoir la moindre opinion éclairée sur ces sujets? Personne n'y arrivera. Vous voyez bien qu'on a un énorme problème. Voilà pourquoi les transhumanistes, l'université de la singularité aux États-Unis, ça prospère, ça progresse avec énormément d'argent, ça va extrêmement vite, mais complètement en dehors des scanners de la démocratie. C'est un vrai problème. Je termine par une réflexion sur la croissance. Et donc là, pardon Frédéric, je vais être extrêmement basique, mais je pense encore une fois que les bases sont tout à fait passionnantes. Vous avez aujourd'hui, et d'ailleurs repris dans le dernier livre de Daniel Cohen, entre autres, mais il y a un débat sur la croissance. Est-ce qu'on va rentrer dans un monde de croissance? Patrick Artus dit non, Daniel Cohen dit non, Piketty dit non. D'autres économistes, comme Nicolas Bouzou par exemple, disent oui, on est à la veille, les NBIC, on est à la veille d'une formidable croissance grâce à ces nouvelles technologies. Il y a un débat entre
économistes sur le sujet, je le laisse de côté pour revenir aux fondamentaux. Car ça touche directement la question de l'innovation. Car la question de l'innovation, elle est prise dans cette problématique économique générale qui traverse toute l'Europe. Donc je la prends au niveau le plus basique. C'est au fond l'opposition entre Tsipras et Mme Merkel, entre Podemos et la Commission européenne, mais aussi bien en France entre les frondeurs et Emmanuel Macron. Les frondeurs, la CGT et le Parti communiste d'un côté, Macron et Valls de l'autre. Jean-François Kahn sort cette semaine un livre que je trouve d'ailleurs, pardon, j'ai beaucoup d'affection pour Jean-François, mais tout à fait faux, sur la trahison de Hollande, la trahison de la gauche, parce que Valls et Macron sont des traîtres aux idées de gauche. Je ne crois pas du tout ça, je pense qu'il y a plusieurs gauches et que c'est plus compliqué que ça. Mais peu importe, ce débat traverse toute l'Europe, il traverse même ceux qui vont venir demain à l'Ermitage, qui s'appellent les Républicains, moi je dis l'ex-UMP, parce que je suis républicain et je ne suis pas membre de leur truc, mais ça aussi, il y a à l'intérieur des Républicains, comme ils s'appellent, de l'ex-UMP, il y a des gens qui sont, par exemple, mon ami Henri Guénaud est beaucoup plus proche des frondeurs que de Sarko ou Juppé, que des libéraux, disons. Que disent au fond les frondeurs? Les frondeurs, ils disent ceci. Ils s'inspirent de Keynes, mais c'est un keynésianisme extrêmement dégradé, parce que Keynes, c'est un type génial. Ils se disent en gros ceci, l'urgence, c'est d'augmenter les bas salaires. C'est pas l'innovation, l'urgence. C'est la relance par la consommation. C'est pas la politique de l'offre, c'est la politique de la demande. Si vous augmentez les bas salaires, les minima sociaux et le SMIC, mécaniquement, comme ce sont des petits ménages, l'argent sera dépensé, il ira dans l'économie. Donc les carnets de commandes des entreprises se rempliront. Par conséquent, les chefs d'entreprise créeront des emplois pour répondre à la demande, à l'augmentation de la demande, et par conséquent, l'État lui-même sera ravi puisqu'il aura moins de chômeurs à indemniser et plus de taxes qui rentreront dans les caisses pour réduire les déficits publics. Vous voyez, c'est une vision non tragique de l'économie, c'est une vision dans laquelle tout le monde est gagnant. Les ouvriers sont gagnants parce que leur pouvoir d'achat augmente, les chefs d'entreprise sont gagnants parce que les carnets de commandes se remplissent, et l'État est gagnant parce que le chômage se réduit. Il faut vraiment avoir mauvais fond pour pas aller dans cette direction. Et en plus, les frondeurs ont beau jeu de dire à Manuel Valls et à Emmanuel Macron, non seulement on a raison sur le plan intellectuel, sur le plan du raisonnement, mais voyez bien que votre courbe du chômage, vous pouvez vous asseoir dessus, elle ne s'est pas inversée. Et donc, factuellement, votre politique ne marche pas. Donc vous avez le déshonneur et la défaite, vous faites une politique de droite et en plus vous vous plantez. Voilà le discours en gros des frondeurs. Et je caricature à peine, c'est tout à fait ça. Pourquoi ça ne tient pas debout? Pourquoi, malgré l'apparence, c'est un raisonnement absurde? Pour deux raisons. D'abord parce qu'on est dans la mondialisation, et vous allez voir tout de suite le lien avec la question de l'innovation, y compris en matière de santé. Nous sommes dans la mondialisation, et par conséquent, même si ce n'est pas le seul sujet, la question de la compétitivité du coût du travail est quand même très importante. Et puis la deuxième raison, c'est Helmut Schmidt qui m'avait dit la chose il y a déjà bien longtemps. Je l'avais rencontré en 83. La gauche avait fait, Mitterrand avait été élu en 81, la gauche avait fait une politique de relance par la consommation très massive. Et j'étais allé voir Helmut Schmidt au Bundeshaus à Bonn, parce que peu importe pourquoi, mais il se trouve que je parlais l'allemand ayant fait mes études en Allemagne et que je faisais un entretien pour la revue de Gallimard, pour le débat, qui organisait des débats entre intellectuels et politiques. Et Helmut Schmidt me dit « Votre président est un parfait crétin ». Il me dit ça d'ailleurs un peu plus brutalement. Et parce que... Ein blöder Idiot, pour ceux qui parlent l'allemand. En allemand, c'est très grossier. Eh bien, c'est un parfait crétin, car tout l'argent que vous injectez dans les petits ménages français vient chez nous. Les Français achètent Schaub-Lorenz, ils achètent Grundig, Volkswagen, etc. Et donc l'argent, qu'est-ce qu'il voulait dire? L'argent, dans le contexte d'un marché ouvert, de la mondialisation, n'est pas fléché. S'imaginer qu'on va remettre en état un appareil productif qui n'est plus compétitif simplement en injectant de l'argent dans les petits ménages est une idée absurde, parce que l'argent, encore une fois, n'est pas fléché, il peut aller partout ailleurs. Et donc, qu'est-ce qui prend le relais de cette logique-là, qui a ses charmes mais aussi ses limites? C'est évidemment la logique de l'innovation. Et là, on rentre dans un autre grand économiste, à mon avis, un type absolument génial, Schumpeter. J'ai une immense admiration pour Schumpeter. Plus je le lis, plus je le trouve grandiose. Et donc, que dit Schumpeter? Eh bien, c'est que c'est l'innovation qui tire la croissance, c'est la politique de l'offre. Pourquoi? Parce que ça va paraître une tautologie, mais vous allez voir que ce n'en est pas une. C'est l'innovation qui nous oblige à acheter. Soit qu'elle envoie les objets anciens à la poubelle, soit qu'elle nous tente par les nouveaux, parce qu'ils sont plus performants.
La logique du capitalisme, j'y reviens, c'est la logique de la mode. Quelle est la finalité de la mode? Il n'y a pas d'autre que de démoder. La seule et unique finalité de la mode, c'est de faire en sorte que vous ne puissiez plus mettre les vêtements que vous avez dans vos armoires, même s'ils sont bons et pas troués par les mythes et qui vous protègent du froid ou de la pluie, vous ne pouvez plus les mettre parce qu'ils sont démodés. Hein, si j'étais venu en pâte d'EF avec une chemise orange et un col à manger de la tarte comme dans les années 70, ça aurait peut-être... Oui, en fait, vous savez... Dans la logique de la mode, je vois que toutes les dames se mobilisent immédiatement. Je vais vous dire, le principe général de la mode, c'est que c'est toujours la dernière mode qui est démodée, mais celle d'avant revient, légèrement accessoirisée. Mais voilà, la logique de la mode, c'est la logique structurelle du capitalisme. C'est la logique des smartphones. Voilà, la seule finalité de ces innovations, c'est de faire en sorte que l'iPhone 6 rende le 5 obsolète. Alors, Schumpeter parlait de destruction créatrice, ça a du sens. Moi, je préfère dire innovation destructrice, parce que ce n'est pas la destruction qui crée en tant que telle, c'est l'innovation qui détruit. Hein, pour dire les choses franchement, j'ai fait tomber l'autre, ce qui est vrai en plus, c'est idiot. J'ai fait tomber mon iPhone 5 dans l'évier, et encore je dis l'évier pour être poli, mais vous manquez de compassion quand même. Hein. Oui, ça arrive. Et ben, je vais vous dire, ça n'a pas créé le 6. Et je le regrette. Et donc, pourquoi? Non, maintenant sérieusement, parce que moi j'adore blaguer, mais c'est sérieux. Sérieusement, cette logique est évidente, c'est l'innovation qui tire la croissance. Et Keynes a totalement raison en période de crise, par exemple pour la crise de 29, il faut que l'État intervienne pour soutenir la consommation. Mais c'est juste en période de crise et sur le provisoire. Mais sur le long terme, si je puis dire en période de croisière, ce qui tire la croissance, c'est l'innovation. Pourquoi ça résiste tant? Aussi bien dans le domaine de la santé, principe de précaution, bon, il n'y a pas du tout que des raisons psychologiques. Je vous indique le principe, et puis j'en aurai quasiment terminé. Le principe est le suivant. Comme le montre déjà Schumpeter lui-même, toutes les grandes innovations multi-usages détruisent des emplois. Elles créent du chômage, de la décroissance dans un premier temps et des inégalités. Hein, le modèle que donnait Schumpeter, c'est le modèle de la découverte de la fabrication de la machine à imprimer de Gutenberg. On estime que la machine à imprimer de Gutenberg mettait au chômage 200 copistes. Ben, figurez-vous, il le prenait mal. Alors évidemment, après, elle va créer plein d'emplois, tout le monde de l'édition, etc. Mais ce n'est pas les mêmes emplois et c'est beaucoup plus tard. Comme disait Schumpeter, c'est rarement les fabricants de bougies qui deviennent des fabricants d'ampoules électriques. Et donc la formule reste tout à fait vraie. Souvenez-vous, on a dû, à l'époque où Madame Vallaud-Belkacem n'était pas encore aux affaires et qu'il y avait des cours de chronologie en histoire, on a dû vous parler de la révolte des canuts. Vous allez à Lyon, dans tous les bouchons lyonnais, il y a un plat qui s'appelle la cervelle de canut. Pourquoi? Quand on invente la machine jacquard, hein, le fameux pull jacquard, la machine à tricoter, bon, ça met au chômage des quantités d'ouvriers tisserands qui se révoltent et qui, d'ailleurs c'est là que le mot sabotage va être popularisé puisqu'ils jettent les sabots dans les machines à tisser pour les détraquer. Puis après, ils les jettent dans la Saône ou dans le Rhône. Eh bien, je traduis dans les termes d'aujourd'hui, si j'étais libraire, je n'aimerais pas Amazon. Il y a 3000 libraires en France, il va leur arriver la même chose qu'aux disquaires. Et ceux qui resteront en place, il y en a, mais pas beaucoup. Ce sont ceux qui auront innové, hein, qui dans 20 ans continueront à inviter Jean d'Ormesson à faire des signatures, car nous l'aimons tous et donc il sera forcément là. À moins que je l'ai remplacé, mais oui, c'est la 3D. Oui, absolument, un hologramme. Et évidemment, ceux qui auront, je ne sais pas, installé un salon de thé dans leur librairie, mais que sais-je, mais qui auront trouvé des innovations qui permettront de concurrencer, évidemment. Et ce qu'on appelle l'ubérisation du monde, le mot a été inventé par Maurice Lévy, à juste titre, cette économie qu'on dit collaborative. Bon, cette ubérisation du monde va atteindre absolument tous les secteurs, y compris le vôtre. Ça atteint les avocats, ça atteint les médecins, ça atteint les pharmaciens, exactement comme les taxis avec Uber Pop.
Et donc on a là, et les loueurs de voitures avec Blablacar, et les hôtelleries avec Airbnb, et les grands magasins avec venteprivée.com, etc., etc. Et donc on a là quelque chose, un mouvement qui va susciter des réticences très grandes. Et contrairement à ce que dit Jeremy Rifkin, je ne sais pas si quelques-uns parmi vous l'ont lu, on ne va pas du tout rentrer dans la fin du capitalisme, on va rentrer dans un super capitalisme, c'est-à-dire une dérégulation comme jamais et une vénalité comme jamais. Les types qui prennent Blablacar ou Airbnb, ce n'est pas par souci de l'autre, c'est parce que c'est moins cher. Voilà. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir un mec qui me blablate dans les oreilles dans ma voiture de Paris à Marseille toute la journée. Donc, c'est simplement quand on n'a pas d'argent que c'est plus rentable. Voilà, c'est tout. Donc, et quand mes filles prenaient Uber Pop, elles ne se souciaient pas du malheureux chauffeur de taxi qui avait payé sa patente 300 000 €, ni non plus du vieux prof de collège qui faisait, après ses heures de cours, chauffeur pour mettre du beurre dans les épinards. Elles prenaient Uber Pop, non pas du tout par charité chrétienne, mais parce que c'était moins cher et plus commode. Point final. Et donc ce que raconte Rifkin là-dessus, c'est de la pure blague. Et on assiste d'ailleurs assez rarement dans l'histoire à la naissance d'une idéologie, au sens marxiste du terme, à ce point transparente. Prétendre qu'on va rentrer dans le monde des bisounours et que c'est la fin du capitalisme, de la propriété, etc., est totalement grotesque. Mais évidemment, cette logique-là va susciter des freins considérable à l'innovation. Regardez ce qui s'est passé avec Uber Pop, on a interdit immédiatement. Ce qui, entre parenthèses, est assez idiot, parce que ce n'est pas la solution. Tout ça va être contourné très facilement. On n'a pas réfléchi suffisamment. Et donc, juste un dernier point, puis je m'arrête là. Voyez, la logique schumpeterienne, il faut que vous compreniez ça, parce que c'est vraiment là que ça devient intéressant. Cette logique schumpeterienne qui à la fois montre que l'innovation est salvatrice, elle est géniale, et notamment dans vos domaines, mais qu'en même temps elle est problématique, elle a une part d'ombre, puisqu'elle crée de la décroissance et du chômage. Elle crée aussi des inégalités, disais-je. Pourquoi ? Malheur à nos enfants s'ils n'ont pas des bons diplômes aujourd'hui. Je vous donne un chiffre terrible, 10% des non-bacheliers sont au chômage en 1960, 50% aujourd'hui. Ne pas avoir un bon diplôme, c'est se fermer l'accès au travail aujourd'hui, très largement, pas entièrement, il y a des exceptions. Et inégalité, donc si vous n'avez pas fait des bonnes études, si vous n'avez pas le bac, vous êtes fichu. Et comme je dis toujours, pardon, pour ne pas avoir le bac aujourd'hui, il faut faire la demande. Et donc, bah oui, 90% sur un an, 97% sur 2 ans, et donc il y a toujours des malheureux qui se prennent le pied, mais c'est quand même. Mais si vous ne l'avez pas, c'est une catastrophe. Effet de cette logique de l'innovation technologique, nos enfants quittent le foyer familial. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des ramifications sans fin. Nos enfants quittent le foyer familial de plus en plus tard. Tenez-vous bien, j'ai fait une étude avec Nicolas Bouzou pour Fillon en 2011. On a regardé ça, à quel âge les enfants quittent le foyer familial. Eh bien, en Espagne, qui est évidemment le record d'Europe, on quitte le foyer familial en moyenne à 31 ans. 31 ans. 31 ans. Balzac écrivait, mesdames, un livre qui s'appelait « La femme de 30 ans », vous vous souvenez, pour décrire, non pas l'entrée dans la vieillesse, mais enfin tout de même, la dernière expérience amoureuse de cette dame. Et quant à Rousseau, dans Les Confessions, quand il tombe amoureux de Madame de Varins, il a 16 ans, et il écrit cette phrase qui me fait toujours hurler de rire, « Elle avait perdu le charme de la jeunesse, elle avait 28 ans. » C'est mignon. Bon, non, mais c'est juste pour montrer à quel point l'idée qu'on quitte le foyer familial à 31 ans, chez nous en France c'est autour de 24 ans, 25 ans. Mais on revient le dimanche pour que maman fasse la cuisine et la lessive, et c'est les parents qui payent le studio ou la chambre d'étudiants très souvent. Donc en vérité, vous voyez, c'est pas très loin finalement. Et donc on a là, vous voyez, des effets de l'innovation qui sont pas simplement des effets de frein psychologique, mais qui sont des effets objectifs avec une grande question, qui est la question de savoir ce que l'État doit faire par rapport à ça. C'est pour moi la seule grande question politique aujourd'hui. Quel doit être le rôle de l'État face à cet immense rouleau compresseur, schumpeterien si je puis dire, d'innovation destructrice permanente? Quel est le rôle de l'État? C'est ça. Si j'étais en politique, je dirais à mes amis, mais centrez-vous sur cette question, qu'est-ce qu'on fait? Avec évidemment une réponse parmi d'autres, mais qui est la plus cruciale aujourd'hui, c'est la formation permanente, le scandale des 32 milliards qui sont foutus en l'air littéralement aujourd'hui. Parce que si vous perdez un emploi, mais que vous le retrouvez dans les 6 mois, c'est pas dramatique, dans les 3 ans, c'est foutu. Donc il faut un peu de bon sens aussi en politique. Mais vous voyez, il faut comprendre que ces questions-là n'émergent que si on a compris la logique de fond des sociétés modernes. Je termine avec une dernière remarque. Alors, deux remarques et puis je promets, j'arrête.
Est-ce que le débat droite-gauche est terminé? Pas du tout. Sous prétexte que Macron a compris l'économie schumpeterienne et la politique de l'offre. Pas du tout. Là où Jean-François Kahn se plante totalement, c'est pas un virage à droite, c'est pas vrai. Comme le disait Victor Hugo de manière géniale dans Les Misérables, il y a deux problèmes économiques. Produire, disait-il, répartir. Premier problème, la production. Deuxième problème, la répartition. Et il ajoutait, l'Angleterre résout le premier problème remarquablement, et pas le second, elle est inégalitaire. Le communisme croit résoudre le deuxième problème, le problème du partage, mais, disait-il, c'est la phrase exacte, c'est le partage du boucher qui tue ce qu'il partage, car le communisme tue l'émulation. Hein? Donc on y est. Donc le débat droite-gauche aujourd'hui, si les gens étaient un peu intelligents, ne devrait pas porter sur la production, mais sur la répartition des richesses. Hein? Comme dit Aristote, pour être généreux, il faut être riche. Ce que la vieille gauche des frondeurs n'a jamais réussi à comprendre, c'est que pour répartir les richesses, il faut d'abord les produire. Et que dans le contexte de la mondialisation, si vous voulez les produire, il faut, comme l'a fait le pacte de Macron, alléger les charges sur les entreprises. Après, on peut causer sérieusement sur la répartition. Moi, j'ai une image, je rentre de Chine, qui est la pêche au cormoran. Le cormoran est un pêcheur formidable. Les pêcheurs chinois lui attache un fil à la patte, on lui met un anneau autour du cou, on l'envoie pêcher ses poissons, on le ramène dans le bateau, on lui sert le kiki, il rend les poissons encore vivants. Et puis on peut les bouffer. Eh bien, je dirais que les frondeurs, ce qu'ils veulent faire, c'est remplacer les cormorans par des poulets asthéniques et les capitalistes par des fonctionnaires. C'est idiot. Laissons les capitalistes créer l'argent, allégeons les charges sur les entreprises, et après, on peut répartir l'argent qu'on a gagné, si je puis dire. Et là, on peut s'empailler droite-gauche sérieusement. C'est ça le fond du problème. Mais ça ne devrait jamais porter sur la production. Encore une fois, ça devrait porter sur la question de la fiscalité, de l'équité et de la répartition. Là, ma deuxième remarque, et donc je ne crois pas du tout que le débat droite-gauche soit terminé. Simplement, si on était un petit peu plus évolué, il porterait, encore une fois, non pas sur la production, mais sur la répartition et sur la fiscalité. Dernière remarque, nous sommes un pays catho-républicain. Et je voudrais que vous fassiez l'effort, et il y a statistiquement 70% de catholiques dans la salle, vous fassiez l'effort, quand vous rentrerez chez vous, de regarder, parce que ça vous concerne directement en tant que médecin, les chapitres qui sont consacrés dans le catéchisme du Vatican, qui, je vous le rappelle, n'est pas du tout un ouvrage de vulgarisation, mais qui est le magistère de l'Église, et qui est un ouvrage extrêmement savant. Regardez dans le catéchisme du Vatican les chapitres qui sont consacrés à la souffrance et à la médecine. C'est passionnant. J'ai écrit un livre avec le cardinal Ravasi, qui est le ministre de la Culture du Pape, qui était celui de Benoît, qui est maintenant celui de François. Moi, je ne suis pas croyant, mais j'ai grand respect pour cette religion, celle-là en particulier. Eh bien, ce qui est fascinant, c'est que vous trouvez dans la théologie chrétienne une théologie de la souffrance et une apologie de la souffrance. C'est une des raisons pour lesquelles l'Église est farouchement hostile à l'euthanasie. Pourquoi? Et c'est le vocabulaire de l'Église, c'est le vocabulaire théologique, parce que la souffrance, écrit ce catéchisme, peut nous configurer à la passion du Christ. Que valent quelques heures ou quelques semaines de souffrance par rapport au salut éternel et par rapport à une conversion qui peut vous sauver? Et donc, je n'ironise pas du tout, j'ai des amis prêtres qui détestent ces passages-là, mais ils font partie du magistère de l'Église. Et donc, on a une théologie, on a une véritable apologie de la souffrance. C'est-à-dire une des raisons pour lesquelles, dans les pays catholiques, on a beaucoup moins précocement travaillé sur les analgésiques, sur la péridurale dans l'accouchement, etc., que dans les pays anglo-saxons, qui étaient portés par une éthique utilitariste dans laquelle la question de la souffrance était la première question morale. Chez nous, c'est la seconde, la dernière. Et quand vous regardez l'éthique républicaine, elle n'est rien d'autre que du catholicisme sécularisé. Elle a la même valorisation du tripalium, du travail comme souffrance. Il faut souffrir pour réussir à apprendre des choses, pour être belle, pour accoucher, pour ce que vous voudrez. Il faut de toute façon souffrir. Tripalium, instrument à 3 pieds. C'est du latin de cuisine, mais c'est quand même du latin, instrument de torture du Moyen-Âge. Et donc on a là quelque chose qui est assez fascinant, c'est que dans toutes les grandes traditions spirituelles autres que le catholicisme, le scandale, ça n'est pas la richesse, c'est la misère.
Pour les juifs, pour les protestants, pour les grecs, encore une fois, comme dit Aristote, pour être généreux, il faut être riche. Dans la tradition catholique, le scandale, c'est la richesse. Il sera aussi difficile à un riche d'entrer au royaume qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille, la parabole du jeune homme riche. Eh bien, on a là évidemment quelque chose qui est, je disais tout à l'heure, ils ont les GAFA, on a la CNIL. Sur le plan moral, l'idée catho-républicaine est admirable. Sur le plan de l'innovation, de la santé et de l'économie, ce n'est pas un cadeau. Merci de votre attention. Un grand merci à vous.